J'ai déjà filmé quelques vidéos assez difficiles à filmer sur cette chaîne, mais je peux vous assurer que celle-ci, elle est juste hors compète. Étrangement, je suis pas stressée pour le sujet en lui-même de la vidéo, mais je suis stressée à l'idée de potentiellement mal faire passer mon message, parce que je sais que ce sujet se prête à la victimisation et au fait de me plaindre, et c'est la dernière chose que je veux, parce que c'est complètement à l'opposé du message que je veux transmettre ici. J'ai vachement hésité en fait à parler de ce sujet un jour. Je savais pas si un jour je mentionnerais ce sujet sur la chaîne parce que justement j'étais pas sûre de pouvoir parler de ça sans que ensuite ça soit une étiquette de victime qui me soit collée sur la tête. Et en plus je sais que sur internet ça arrive assez souvent en fait que des personnes parlent d'elles-mêmes dans le but de se victimiser, mais sans que ça soit mal intentionné, mais juste simplement parce qu'elles en ont besoin, elles ont besoin de connexion, elles ont besoin qu'il y ait d'autres personnes qui reconnaissent l'horreur de ce qu'elles ont vécu. Et je trouve ça chouette qu'elles aient cette possibilité-là de connecter avec des gens sur internet, mais c'est pas du tout ce que je veux faire ici, donc il faut que je trouve la bonne façon de communiquer. Et voilà, je vais faire de mon mieux en espérant que le message passe. Et voilà, écoutez, bon, vous avez vu dans le titre, vous savez de quoi on va parler, ça va être une vidéo hyper joyeuse, n'est-ce pas? Vous savez que je fais pas de putaclic, donc si j'ai écrit dans le titre que j'ai été victime d'inceste, c'est que j'ai été victime d'inceste et c'est bien de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous avez déjà vu ma tête quelque part, si vous êtes déjà tombé sur cette chaîne avant cette vidéo, si vous me suivez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez probablement au moins une fois YouTube qui vous a suggéré cette vidéo-là que je vous remettrai ici, qui parle d'une partie de mon histoire, d'une partie de mon enfance, où je vous ai parlé du fait que j'ai grandi dans une secte qui s'appelle les Témoins de Jéhovah. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé de toute mon histoire. Vous l'avez un peu deviné, j'imagine, du coup. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu toute mon histoire, dans la mesure de la pudeur, hein, parce que bon, voilà, je ne vais pas vous raconter les détails des atrocités qui se sont produites, parce que ça n'a pas d'intérêt, ça ne va pas vous apporter grand-chose, à part du voyeurisme, et c'est pas trop mon délire. Donc l'idée, c'est pas ça, mais je vais forcément reprendre un peu des choses que j'ai déjà dites dans cette précédente vidéo. Donc voilà, vous aurez des redites et tout. Si vous n'aimez pas les personnes qui racontent leur life, clairement, cette vidéo n'est pas pour vous, parce que je vais raconter mon histoire. Je vais essayer de faire en sorte, parce que c'est le but, que cette vidéo vous apporte, mais voilà, je veux que ça tourne quand même autour de Esther Taïfé, petite, moyenne, grande, de toutes les tailles et de tous les âges, donc voilà, ça va parler de moi. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre parler de moi, ce que je comprends totalement, hein, bah vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, par où commencer? Je pense que je vais commencer par le début. Je suis née en 1986. Voilà, c'est une bonne façon de commencer, non? La naissance, voilà. Ça commençait déjà mal sur le papier parce que je suis née de père inconnu. Donc si vous ne connaissez pas, bon, je pense que c'est assez transparent, née de père inconnu, ça veut dire que mon père est inexistant d'un point de vue de la loi. C'est-à-dire que j'ai pas de père biologique, c'est-à-dire que bon, pendant un moment, pendant longtemps en fait, j'étais pas certaine de mon histoire, de ma naissance et de qui était mon père effectivement, parce que j'avais des énormes problèmes de communication avec ma mère, d'autant plus au moment où les questions se sont posées, où mon besoin identitaire s'est mentionné, enfin s'est retrouvé vraiment fort, c'était au moment de l'adolescence, c'était le moment où je réalisais que j'étais pas sûre d'être croyante, que c'était le moment où on était dans les Témoins de Jéhovah, donc j'avais des conflits avec ma mère, donc la communication n'était pas très bien, et j'ai pas forcément cru tout ce qu'elle m'a raconté, parce qu'il y avait certaines incohérences, j'avais pas confiance à cause des Témoins de Jéhovah, j'avais compris qu'on me mentait sur certaines choses, donc à cette période-là, j'étais pas hyper dans un bon état d'esprit, et j'ai mis longtemps en fait à comprendre mon histoire et à savoir vraiment qui était mon père biologique. Et maintenant je sais que cette personne malheureusement est morte lorsque j'étais bébé, et que voilà, du coup j'ai jamais connu mon père, il n'a jamais eu l'occasion de me reconnaître, il n'a jamais souhaité le faire. Voilà, j'ai pas eu de père. Et ma mère s'est convertie aux Témoins de Jéhovah quand j'avais 3 ans, et voilà, elle a trouvé là l'occasion d'avoir un refuge, d'avoir des personnes qui soient aimantes, qui communiquent avec elle, une famille en fait. Donc j'ai grandi du coup dans ce groupement religieux, j'ai grandi dans les Témoins de Jéhovah, j'étais seule avec ma mère, c'est ma mère qui était seule avec moi surtout, et lorsque j'ai eu 6 ans, elle a rencontré un homme, Témoin de Jéhovah aussi, avec qui elle s'est mariée.
Et cet homme m'a reconnue. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais pas de père, enfin j'étais née de père inconnu, et du coup mon nom de famille c'était le nom de jeune fille de ma mère, qui n'était pas mariée. Et à partir du moment où elle s'est mariée, en fait cet homme m'a reconnue, et je me suis mise à porter son nom, et d'un point de vue légal, d'un point de vue de la loi, c'était mon père. C'était mon père, voilà, c'était mon père. Même si on savait que c'était, enfin j'étais bien au courant que c'était pas mon père biologique. Et donc voilà, j'ai eu un père, j'étais extrêmement heureuse d'avoir un père. C'était un truc de ouf pour moi d'avoir un père. J'avais 6 ans et demi, 7 ans. J'avais jamais eu de père, jusqu'à maintenant à l'école c'était compliqué, il fallait que j'explique que j'ai pas de père, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire d'avoir un père. Et là j'étais trop contente d'avoir un père, vraiment c'était ouf quoi. J'ai ce sentiment, je me souviens de ce jour où on est allé à la mairie, où ma mère, on était sur les marches de la mairie de mon petit village de Cambrousse, parce que je suis née en Haute-Savoie, et ma mère m'a donné le papier pour me dire voilà, tu as un papa, et il s'appelle comme ça, je vais pas mentionner son nom, hein, je vais pas lui faire ce plaisir, c'est pas la peine. Enfin il est plus de ce monde maintenant, mais voilà, bon bref, on a compris. Et j'ai vu ce papier et pour moi c'était ouf quoi, j'avais une identité, c'était hyper important pour moi, c'était vraiment hyper important pour moi. Et vous l'avez un peu compris, j'imagine, vu le titre, ce mariage a très mal tourné, c'est-à-dire que cet homme s'est avéré être quelqu'un de violent. Donc on a subi de la violence conjugale, enfin ma mère a subi de la violence conjugale et moi de la violence sur mineur pendant 3 ans. Et il s'est avéré qu'il était également pédophile, ce qui est pas cool, hein. On sera tous à peu près d'accord pour dire que c'est pas cool. Et voilà, et j'ai subi des violences sexuelles. Alors le mot inceste, si vous connaissez pas ce mot, pour moi c'est évident, mais forcément c'est un mot que je connais depuis un âge qui est bien trop jeune pour connaître ce genre de mot, mais c'est un mot qui signifie violence sexuelle, attouchement sexuel, abus sexuel, viol, qui englobe tout ça, fait sur mineur par un membre de la famille, et c'est généralement un parent. Donc on parle d'inceste là typiquement quand c'est mon père, en tout cas d'un point de vue de la loi, c'était mon père, donc quand c'est mon père qui abuse sexuellement de son enfant. Donc c'est ce qui s'est produit, ça s'est produit pendant 3 ans, donc pendant 3 ans on avait, alors c'était progressif, hein. J'ai pas vraiment envie de vous faire le détail parce que voilà, je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas trop mon délire et ça vous apportera rien en plus, mais voilà, violence, peur, terreur même j'ai envie de dire, douleur, physique, mentale, morale. Et moi j'avais entre 7 ans et 10 ans du coup, le temps de se marier c'est à peu près ça s'est terminé à mes 10 ans, donc j'étais en CM2. Et je savais pas ce que c'était que d'avoir un père si vous voulez, donc j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas normal. La violence j'ai assez compris que c'était pas normal, c'est-à-dire que bon, j'ai toujours été une gamine un peu bordélique, j'ai toujours eu un peu de répondant. J'ai toujours été un peu relou, un peu questionnante. J'ai toujours voulu comprendre, j'ai toujours questionné ma réalité, j'ai toujours cherché à voir... Enfin, j'ai jamais exécuté un ordre juste parce que c'était un ordre. Il fallait que je comprenne la pertinence de cet ordre. J'étais un peu une tête à claque, faut le dire, hein. Voilà, je pense que j'étais pas une gamine facile à élever dans le sens où j'ai toujours eu besoin de sens. J'ai toujours eu besoin de sens dans ma vie. Et j'avais compris que la violence physique c'était pas normal. Par contre, tout ce qui était la partie inceste, j'avais pas conscience de ce qu'était une relation de père en fait. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir un père. Donc en fait, je savais pas si c'était normal ou si c'était pas normal. Et je sais pas par quelle force de caractère ou quel miracle, j'en sais rien, j'en ai parlé à ma mère un jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ma mère a un peu percuté, elle a un peu cette sensibilité-là, elle a eu des doutes en fait, et elle m'a amenée à parler, je sais pas trop, faudrait lui demander à elle parce que moi j'étais petite. Mais bon, je lui en ai parlé, et en fait, j'ai vraiment compris la gravité de ce qui se passait dans le regard des adultes en fait, dans la terreur des adultes. Et moi, je l'avais pas... Si vous voulez... Ce qui m'a fait le plus souffrir et ce dont je me rappelle le plus aujourd'hui et ce qui a causé chez moi le plus de mauvais souvenirs, c'est la violence physique, plus que la violence sexuelle. Étrangement, je sais que ça peut paraître étrange, mais je peux vous assurer que c'est ça. Et pour moi, parce que j'avais pas cette conscience en fait de ce qui était normal et ce qui ne l'était pas.
Ensuite, donc à partir du moment où j'ai parlé à ma mère, tout s'est enchaîné très vite, elle m'a protégée immédiatement, c'est-à-dire qu'on est parti de la maison, on est allé se réfugier chez des amis, et ensuite, assez vite, alors je peux pas vous dire juridiquement comment ça s'est passé, etc., parce que j'étais un enfant, mais on s'est retrouvés dans un foyer pour femmes battues pendant un certain temps, je peux pas vous dire exactement combien de temps, je crois que ma mère m'a redit récemment que c'était 1 mois, voilà, moi ça m'a paru être une éternité, une grosse période de mon enfance, alors que, bah, en fait non. J'ai terminé tant bien que mal ma dernière année d'école, le CM2. Ça se voit assez bien sur les photos de moi étant petite. Alors, je sais pas si j'aurai des photos à vous insérer ici, parce que je crois pas avoir des photos... Enfin, c'est ma mère qui a les albums, donc je crois pas avoir des photos de tous mes âges, mais ça se voit assez bien que... entre mes 7 ans et mes 10 ans, j'ai pris énormément de poids en fait. Et si vous vous souvenez dans de précédentes vidéos, quand je vous ai parlé de mon histoire avec le poids, je vous ai dit que je connaissais très bien la raison qui avait fait que j'avais pris du poids, bah, c'était l'inceste, voilà. C'est une raison émotionnelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais sous la main de la nourriture, c'était une bonne façon pour moi de faire pansement émotionnel, c'est ce qui s'est passé, je me suis servi de ça, et voilà. Et je vous disais que sur les photos, ça se voit, enfin, je veux dire, c'est évident qu'il y avait un problème à la maison, quoi. C'est évident, maintenant, quand je revois rétrospectivement, je sais pas ce que disaient les professeurs ou l'école ou je ne sais pas quoi, mais c'est évident. Et donc, bref. Donc ma mère m'a protégée, on est parti, etc. Elle a entamé une procédure de divorce, elle a entamé des procès, elle est allée au tribunal, etc. Et moi, pendant toute cette période-là, en fait, à partir de ma fin de CM2 jusqu'à ma fin de 6e, en fait, je suis partie dans un centre pour traiter mon obésité. Parce qu'à mes 10 ans, je faisais quasiment le poids que je fais aujourd'hui. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, c'est un peu problématique. Donc j'étais en obésité. Et donc pendant 1 an, je suis allée dans un centre qui m'a permis de maigrir et qui m'a permis aussi de m'éloigner le temps que ma mère procède au divorce, etc. Donc j'ai connu aucune des procédures juridiques. C'est-à-dire que j'ai pas eu de tribunal, j'ai pas eu tout ça. Tout ce que j'ai connu, c'est les examens médicaux qui ont suivi, pour attester des faits qui étaient reprochés. Le jugement a eu lieu, j'ai eu la chance que mon agresseur a reconnu les faits, que de toute façon, les faits ont pu être prouvés par examen médical, donc j'ai eu beaucoup de chance que tout ça a pu se faire de façon claire. La personne en question a été condamnée, donc ma mère a obtenu le divorce évidemment. Elle a fait une déchéance de paternité, donc cet homme aujourd'hui n'est plus mon père. Donc j'ai retrouvé le nom de jeune fille de ma mère qui était mon nom de naissance et cet homme a fait de la prison, il était en prison jusqu'à... En fait il a été condamné à être en prison jusqu'à mes 18 ans, donc pendant 8 ans, mais en pratique il n'a pas fait 8 ans parce qu'il a eu un bon comportement à la prison, etc. Bon, ça m'exaspère, mais voilà, c'est la loi. Et il a fait que 4 et les 4 autres il les a faites avec sursis, donc voilà, en tout cas, il n'avait pas le droit de t'approcher de moi dans un périmètre de je sais plus combien, mais il n'avait pas le droit de s'approcher de moi, donc j'étais pas en danger. Mais voilà, jusqu'à mes 18 ans, normalement, il aurait dû être en prison. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais voilà. Après, je veux bien croire que la vie en prison, quand on est pédophile, il me semble que c'est pas particulièrement agréable, que c'est un petit peu ceux qui sont le plus, que par les autres condamnés, les autres personnes les autres prisonniers en fait leur font la vie dure, donc voilà, il a certainement eu des mauvais jours, donc voilà, et voilà, moi pendant toute cette période, évidemment, j'ai eu un suivi psychologique, j'ai été extrêmement bien entourée, ma mère a jamais douté de mes dires, elle s'est battue auprès du tribunal pour que mes dires soient pas remis en doute. En même temps, il y avait preuve physique, mais ce qui est assez intéressant en fait, c'est que personnellement, j'ai été assez bien en fait. Je vais bien. Et très vite après, j'allais bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, c'était assez clair. C'était ok, ça s'est produit. Maintenant, c'est passé en fait. Et genre, ça se produit plus, donc il n'y a plus de problème. C'est plus en train de se produire, donc il n'y a plus de problème. Et j'ai conscience que je suis née finalement avec une force un peu innée. Après, c'est un peu dur de dire si c'est de l'inné ou de l'acquis, mais je pense que je suis née avec une force de caractère qui fait que j'étais capable de me dire ça et que tout le monde dans la même situation n'est pas capable de se dire à cet âge-là, ok, je passe à autre chose et je suis plus une victime et voilà, je fais ma life. Moi, j'étais capable de me dire ça et je l'ai toujours vu comme ça en fait. Je me suis toujours dit, mais j'ai pas que ça à foutre de ma vie que de penser à lui tous les jours, quoi. Et
c'était une affaire classée en fait dans ma tête assez vite. C'est pas parce que je l'ai enfoui ou quoi. Et ça a été un peu dur même pour les suivis psychologiques que j'ai eus, où en fait où plein de gens s'attendaient à ce qu'à un moment donné, à l'adolescence, je sais pas, je parte en vrille, que je fasse une dépression, que je fasse. Enfin, j'avais cette sensation en fait, c'est un peu cette pression qu'on attendait de moi que j'aille mal, alors que j'allais super bien et que j'en avais mais alors rien à battre. C'est-à-dire que je sais que ça s'est produit, j'ai des souvenirs très très clairs, pas de problème, très bien. Mais il y a eu un moment où en fait, le fait que tout le monde s'attende à ce que j'aille mal, c'en est venu à me remettre en doute le fait que ça soit vraiment produit. J'étais là, est-ce que j'ai raconté des cracks en fait? Est-ce que je me souviens bien de ce que je me souviens? Est-ce que ça s'est vraiment produit? J'ai vraiment eu cette période-là, c'était plutôt dans ma vingtaine, où je me suis dit, mais est-ce que ça m'est vraiment arrivé? Et il a fallu que je relise notamment le jugement et ce genre de trucs très récemment, pour en avoir le cœur net, c'est-à-dire que mes souvenirs sont clairs, mais ils sont tellement factuels et il y a tellement un détachement émotionnel vis-à-vis de ça parce que je suis vraiment passée à autre chose que voilà, c'était pas évident que pour moi, à un moment donné, j'en suis venue à douter. Et c'est assez intéressant ça parce que pour moi, ça nous montre à quel point dans notre société, on s'attend à ce qu'à partir du moment où tu as été victime, à un moment donné, tu es une victime et c'est ton identité. Et moi, j'ai toujours refusé ça et je refuse ça et je trouve que c'est complètement con. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose ou qu'il t'est arrivé un accident de vie, que t'as perdu un membre de ta famille, que t'as perdu un membre de ton corps, que t'as eu une maladie, que t'as perdu quelque chose, qu'on t'a enlevé quelque chose, malgré toute l'injustice que ça représente et tout ça, c'est pas parce que ça s'est arrivé que t'es une victime toute ta vie. Dans ma tête, ça a toujours été ça. Ça a été, ok, il m'est arrivé ça, mais enfin bon, on va pas me le rappeler constamment. Genre là, aujourd'hui, tout de suite, j'en ai mais rien à foutre et j'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie de consacrer du temps de cerveau, de l'énergie à ça en fait. Ça n'en vaut pas la peine en fait. Ça ne vaut pas la peine d'être malheureux pour ça. Et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, mais pour moi, en vouloir à quelqu'un ou être en colère contre quelqu'un, ou contre une situation, ou contre le monde, en fait, c'est pas une vengeance, ça n'apporte rien en fait, parce que la seule personne qui ressent l'émotion, c'est vous. Donc en fait, la seule personne qui pâtit de ce ressentiment, c'est vous. Donc la meilleure chose que vous puissiez vous faire, le meilleur service que vous puissiez vous rendre, c'est de laisser partir cette peine et de passer à autre chose et de ne pas vous identifier. Alors bien sûr, ça fait partie de mon histoire, évidemment que ça conditionne la façon dont je suis aujourd'hui et évidemment que ça conditionne tout ce que je fais et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là en train de vous parler et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous expliquer qu'est-ce que je glande sur cette chaîne depuis 6 ans à raconter ma life devant une putain de caméra quoi. Qu'est-ce que je fous là? Quel est le message? Pourquoi je suis là? Et évidemment que mon histoire a forgé ma raison d'être ici aujourd'hui, de vous parler. Mais je ne suis pas une victime en fait. Et le message que j'ai envie de porter ici, c'est ça en fait, c'est de vous dire que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, que vous avez le choix d'être heureux ou de ne pas l'être, sans vouloir, ne pas être empathique et ne pas avoir de compassion pour les personnes qui ont vécu, parce que je sais très bien ce que c'est, je comprends la douleur, je comprends la colère, je comprends l'injustice, je comprends tout ça. Mais je sais aussi que vous pouvez prendre le temps d'avoir un suivi psychologique et de comprendre tout ça, de vous approprier tout ce qui s'est passé, de le comprendre, mais aussi de passer à autre chose. Et vous avez le droit, en fait, et vous méritez de vous faire ce cadeau de laisser partir, en fait. De laisser partir ça, d'accepter le passé, de pardonner ce qui s'est produit et de passer à autre chose, parce que votre vie, elle est ailleurs, en fait. Vous avez autre chose à faire, vraiment, de votre vie que de rester sur ça en fait. Et c'est le message que je veux porter putain ici quoi. C'est ça. C'est que vous êtes plus fort que ça. Voilà. Et là en fait la raison pour laquelle je suis émue, c'est même pas par rapport à moi, c'est-à-dire que moi je sais que moi j'ai eu de la chance et que j'ai cette force de caractère quoi. Je sais que c'est injuste pour les autres enfants qui ont subi la même chose que moi et qui n'ont pas eu cette force de le dire vite, de se défendre, de questionner leur environnement, de questionner ce qui se produisait, de chercher la justice, de comprendre, de réfléchir, de s'interroger, voilà, et ils n'ont pas forcément eu la chance d'avoir le contexte familial qui fait que
bah moi ma mère m'a cru quoi. Enfin je veux dire c'est con mais dans ce genre de situation c'est la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte donc voilà j'ai eu cette chance que ce soit facile de le prouver physiquement sur moi de par ce qui a été fait dans les faits c'était facile de prouver mais pour d'autres enfants je sais que c'est pas forcément le cas donc je sais que j'ai eu cette chance et je comprends que en fait ça m'appartient pas je veux dire c'est pas quelque chose c'est pas mon mérite en fait c'est quelque chose qui fait juste partie de moi, que j'ai pas choisi et que j'ai, mais ce que je veux, c'est dire ici, regardez, c'est possible. Si toi, t'as pas eu la même chose que moi, d'avoir cette force de caractère et d'avoir ce truc que t'as pas décidé, bah tu peux l'apprendre en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de porter sur cette chaîne. Et j'espère transmettre ce message-là et ne pas... Comment dire, je sais que mon histoire peut paraître extrêmement violente et je sais qu'elle l'est dans les faits bien sûr, mais comment dire, je le vis pas comme ça parce que j'ai décidé de le vivre autrement. Et c'est pas un rejet, c'est pas que j'ai pas eu l'occasion de faire mon deuil, c'est pas que j'ai pas eu l'occasion d'être triste, de vivre tout ça. J'ai vécu tout ça. Sauf que j'ai laissé partir cette peine parce que cette peine n'apporte rien. Et la seule personne qu'elle fait souffrir, c'est vous, en fait. Et c'est tout, on punit personne avec des sentiments qu'on ressent nous, parce que la personne en face, elle ressent pas vos sentiments. Il n'y a que vous qui les ressentez. Donc voilà, la meilleure chose que vous puissiez vous faire, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est passer à autre chose. Alors bien sûr, c'est pas évident, je dis pas que vous devez y arriver comme ça, mais ce que je veux là, c'est porter d'abord un message d'espoir, porter un exemple, même si bien sûr je ne parle pas au nom de toutes les personnes qui ont été victimes d'inceste, de violences conjugales, au nom de toutes les personnes qui ont perdu un parent, au nom de toutes les personnes qui ont dû créer leur identité tout seul. Mon histoire est un peu particulière, je le conçois, je parle pas au nom de tout le monde, mais je parle à titre d'exemple, je pense, enfin d'exemple de ce qui est possible. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle je suis là en fait. Et je l'ai pas forcément compris moi-même toute seule quand j'ai commencé, que j'avais un message à porter, mais aujourd'hui c'est tellement clair. Et en fait, la raison pour laquelle je vous en parle maintenant, c'est que déjà il y a quelques semaines, ça commençait à faire son chemin et j'ai débloqué pas mal de choses en termes de communication avec ma mère. J'ai compris beaucoup de choses ces dernières semaines. Et là, cette semaine, c'était un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, où j'étais là, mais vous savez que je crois pas en un dieu ou en quelque chose de spirituel, mais je crois en l'humain, je crois au fait qu'il y ait quelque chose, en fait, une force. Alors je sais pas si c'est moi, si c'est les autres, si c'est l'intelligence, si c'est l'amour, si c'est peu importe, et je m'en fous, j'ai envie de vous dire. Mais je ressentais cette rage et de me dire putain c'est le moment, et je voyais tous ces événements autour de moi qui sont certainement mon biais de confirmation, mais auxquels j'avais envie de m'accrocher et de me dire ouais il y a un truc. Et cette semaine j'ai été en tant que témoin dans un procès aussi pour une affaire d'inceste et de viol et sur mineurs, etc. Et pour moi, je me suis dit, non, mais c'est évident que je veux parler de ce sujet-là et que je veux porter ce message. Parce que, en fait, sur cette chaîne aussi, pour moi, ça a toujours été important qu'on comprenne d'où je viens. Pas parce que, comment dire, pas parce que j'ai besoin de validation ou quoi, parce que j'en ai vraiment pas besoin, mais c'est plutôt parce que j'ai envie que les personnes qui sont comme moi puissent se reconnaître, puissent venir ici et puissent recevoir ce que j'ai à donner en connaissance de cause et puissent se nourrir de ça et grandir avec ce que je peux avoir à donner. Je pense qu'avec mon histoire que je vous ai partagée ici, vous pouvez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi c'est si important pour moi de parler d'indépendance, de vous parler d'indépendance émotionnelle, intellectuelle et maintenant professionnelle. Parce que pour moi, cette indépendance et cette autonomie et cette capacité à remettre son monde en question et à comprendre par soi-même, à questionner, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est quelque chose qui m'a sauvée. C'est cette relation et cette confiance, cette toute confiance que j'ai pu avoir avec moi-même, en moi-même. Et cette relation que dès très jeune, j'ai nouée avec moi-même. C'est-à-dire que très jeune, j'écoutais mes émotions. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a un moment en fait. Que très jeune, je réfléchissais à ce que je ressentais et je classais mes émotions et j'écoutais et je me disais tiens, qu'est-ce que je ressens, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça fait. Et j'ai toujours eu cette connexion avec moi-même et cette conscience que je serai toujours là pour moi-même et que je me lâcherai jamais en fait. Et que jamais je me laisserai tomber. Et c'est ça, je pense, qui m'a sauvée. Et c'est pour ça pour moi c'est si important en fait de vous parler de ça, en fait, de vous parler de cette indépendance que vous pouvez choisir d'avoir, cette indépendance émotionnelle, le fait de ne pas laisser le monde extérieur dicter comment vous vous sentez, cette indépendance
intellectuel, le fait de ne pas laisser l'extérieur dicter comment vous pensez, ce que vous croyez, et construire vous-même votre système de pensée, votre système de croyance, parce que c'est quelque chose que j'ai eu à faire par la force des choses, le fait d'avoir quitté les témoins de Jéhovah à 18 ans, le fait d'avoir eu à construire mon identité avec l'absence d'un père et tout ça. J'ai eu plusieurs choses qui m'ont conduit à ça, et je sais que c'est ce qui m'a sauvée, et je sais que c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous communiquer ça et vous dire, voilà, vous pouvez vous choisir et déterminer qui vous êtes, parce qu'en fait, c'est même pas vous pouvez, c'est vous êtes le seul à pouvoir le faire en fait. Et c'est vous qui savez qui vous êtes. C'est juste qu'il faut aller l'écouter, il faut aller le chercher, il faut nouer des liens avec vous-même. Et c'est le message que j'ai envie de porter ici en fait. C'est plus que juste un message de « Oh, regardez, il peut nous arriver des choses terribles et on peut se relever ». C'est plus que ça en fait. C'est de vous dire, le truc le plus important dans votre putain de vie, c'est la relation que vous avez avec vous-même. C'est la confiance que vous avez en vous-même. C'est ça quoi, c'est le cœur du truc quoi. C'est le fait de ne pas vous lâcher, de ne pas vous laisser tomber quoi. D'être là, soyez là pour vous-même, soyez là quoi. Et voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'était chaud, hein. Émotionnellement pour moi c'est vraiment, là il y a mes tripes dans cette vidéo, je pense que vous l'entendez. C'est le cœur du message que j'ai à transmettre ici, c'est ce pourquoi je suis là, donc c'est important pour moi. Donc je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercierai jamais assez d'être là. Parce que vous me donnez l'occasion de porter ce message en fait. Et ça donne un petit peu, même un peu beaucoup, un sens à ce que je glande ici. Et voilà, merci. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Se placer en tant que victime, c'est se considérer comme victime de ces circonstances. C'est-à-dire penser que on est à la merci de ce qui nous arrive en fait. Que même le décrire comme ça, dire voilà, il m'arrive des trucs. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, il y a telle personne qui m'a fait ci, il y a telle personne qui m'a fait ça.